J'ai remercié mon grand-père pour le chèque de 200 $. Il s'est arrêté de découper la dinde, m'a regardé droit dans les YEXTADIT, le cadeau que je t'ai viré était d'un demi-million de dollars, de la nourriture chaude, des visages familiers, un moment qui aurait dû passer tranquillement, mais qui ne l'a pas fait. J'ai remercié mon grand-père pour un chèque de 200 $, le genre de petit geste que les familles échangent sans réfléchir. Il a arrêté de découper la dinde, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit quelque chose qui a coupé la pièce en deux. À cette seconde précise, j'ai su que le problème n'était pas l'argent. C'était la vérité. Et une fois que la vérité entre dans une pièce comme celle-là, plus rien ne reste pareil. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Et il ne s'agit pas de regarder qui que ce soit obtenir ce qu'il mérite. Il s'agit de ce qui se passe quand les personnes en qui nous avons le plus confiance réécrivent silencieusement la réalité, et que nous ne nous en rendons compte que lorsqu'il est trop tard. De la façon dont l'amour peut exister juste à côté de la tromperie. De la façon dont le silence, quand il dure trop longtemps, devient lui-même une sorte de blessure. Alors que nous écoutons, peut-être ne nous précipitons pas pour prendre parti. Peut-être restons-nous simplement avec ce sentiment. Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà été assis à une table comme celle-ci, où une seule phrase a changé la façon dont nous voyons tout le monde assis là. Entrons dans l'histoire ensemble. Écoutez simplement. Parfois, la vérité n'arrive pas bruyamment. Parfois, elle arrive avec un couteau suspendu dans les airs, et un regard que vous ne pouvez pas oublier. Je m'appelle Red Calder, et je suis sur le point de vous dire toute la vérité. Le genre qu'on ne dit pas à voix haute, parce qu'elle détruit les familles. Mais avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement à l'écoute ou dans les commentaires, ou dites-moi d'où vous regardez. J'aime voir jusqu'où une histoire comme celle-ci peut aller. Et parfois, savoir que quelqu'un est là fait toute la différence. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Pas parce que je cours après les chiffres, mais parce que cette chaîne est l'endroit où les gens comme nous viennent pour être crus, pour être entendus, et pour se rappeler que nous ne sommes pas fous d'appeler la trahison par son nom. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. 2 $. C'est ce que ma mère a dit que grand-père Elias avait réussi à rassembler pour moi cette année. Et j'ai joué le jeu assez longtemps pour dire merci avec ma bouche, alors que mon ventre restait noué. Le chèque tenait dans mes doigts comme un accessoire de théâtre. Grand-père était à mi-chemin de la découpe de la dinde, la lame glissant à travers la peau brune, la vapeur s'élevant, toute la table éclairée par des bougies et une fausse chaleur, quand j'ai levé les yeux et dit, clair comme de l'eau de roche, merci pour les 200, grand-père. Le couteau s'est arrêté en plein milieu de la tranche. Pas une pause, pas une hésitation. Un arrêt complet, comme si le métal avait heurté un os. Grand-père a tourné la tête lentement, et a fixé ses yeux sur les miens, de la façon dont il le faisait quand j'étais enfant. Et il avait besoin que je comprenne quelque chose d'important. Sa voix n'a pas tremblé. Elle n'a pas enflé. Elle s'est posée. Le cadeau que je t'ai viré était d'un demi-million de dollars. Pendant un battement, personne n'a bougé. Le visage de ma sœur s'est vidé de sa couleur. La fourchette de ma mère a tremblé contre l'assiette. Même l'air semblait plus lourd, comme si la pièce avait avalé son propre oxygène. Et je me souviens avoir pensé, avec une clarté froide qui m'a rendu malade, que le plus grand vol de ma vie ne s'était pas produit dans une ferme de serveurs à l'étranger ou sur un marché du dark web. Il s'était produit à notre table de Thanksgiving, avec la famille souriant comme si rien n'était anormal. Alors, qui prend 500 000 $ à un homme de 87 ans, et les remplace par un mensonge à 200 $? Et quel genre de personne devez-vous être pour essayer de vous assurer que la seule personne qui remarquerait quelque chose ne se présente jamais au dîner? 3 jours plus tôt, j'étais à Austin, au Texas, dans mon appartement qui sert aussi de salle de guerre. 3 moniteurs brillants en bleu et blanc, des codes défilant sur un écran. Une carte des sceaux d'adresse IP sur un autre, et une feuille de calcul d'horodatage sur le troisième, parce que c'est à ça que ressemble ma vie quand je fais bien mon travail. Je traque les voleurs numériques pour gagner ma vie. Pas à la manière des films, pas avec un sweat à capuche et une voix de hacker, mais de la manière lente, chirurgicale, où l'on suit un motif jusqu'à ce qu'il révèle la vérité. Je travaille dans la cybersécurité et le traçage de fraude, et mon cerveau est entraîné à entendre ce que les gens veulent dire, juste en dessous de ce qu'ils disent. Ce n'est pas de la paranoïa quand ça continue d'être exact. Austin est calme comparé à la côte, et j'aime ça comme ça. Personne ici ne connaît la version de moi que ma mère raconte,
celle qu'elle déploie lors des réunions de famille comme une silhouette en carton. Je ne retourne pas souvent à Carmel. Le vol est une corvée, bien sûr, mais la vraie raison est plus simple. Chaque visite se transforme en une performance, et ma famille traite les émotions comme quelque chose à gérer, pas quelque chose à ressentir. Mon père, Gordon, a maîtrisé l'art de disparaître à la vue de tous. Il peut s'asseoir dans une pièce remplie de monde, un verre de vin à la main, les yeux rivés sur un match qu'il ne regarde pas vraiment, et s'effacer si complètement, que vous oubliez même qu'il est là. Ma mère, Marianne, fait l'inverse. Elle remplit l'espace. Elle le met en scène. Elle fait en sorte que la maison sente la cannelle et l'accomplissement, et insiste sur le fait que tout va bien, sur un ton qui vous met au défi de ne pas être d'accord. Et ma sœur Sloan a toujours couru après un certain type d'éclat. Elle a 33 ans maintenant. Belle, de cette façon qui rend bien en photo. Toujours à un pas de publier sa vie comme une preuve qu'elle gagne. Elle a aussi un passif avec mon argent, qu'elle aime prétendre être un malentendu. Il y a des années, elle m'a appelé pour une opportunité d'affaires. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un prêt à court terme pour entrer tôt. 3 000. Elle a promis qu'elle me rembourserait dès que ça décollerait. Ça n'a pas décollé. Ça s'est écrasé dans un nuage d'excuses vagues et de liens supprimés. Quand j'ai demandé le remboursement 6 mois plus tard, elle a ri comme si j'avais fait une blague. Sérieusement, Rhett, tu es mesquin. On est frères et sœurs. Elle l'a dit de la façon dont certaines personnes disent « détends-toi ». Juste après avoir franchi une ligne, comme si le mot lui-même était censé effacer les dégâts. J'ai appris alors que la boussole morale de Sloan pointe vers tout ce qui l'a fait se sentir en sécurité et admiré sur le moment. Ce souvenir était assis au fond de mon esprit quand son nom a illuminé mon téléphone, 3 jours avant Thanksgiving. J'ai failli laisser aller sur la messagerie. J'étais au milieu du traçage d'une campagne de spear phishing qui avait déjà vidé 2 petites entreprises, et ma concentration était la seule chose qui se tenait entre une autre victime et un compte bancaire anéanti. Mais Sloan n'appelle pas pour rien, et elle ne m'appelle surtout pas pendant la journée de travail, à moins qu'elle ne veuille quelque chose. J'ai répondu, et elle m'a frappé avec cette voix trop enjouée qu'elle garde pour quand elle essaie de paraître inoffensive. Et, a-t-elle dit, et elle a utilisé un surnom que je n'ai pas entendu depuis que nous étions adolescents, comme si elle pensait que cela m'adoucirait. Alors, à propos de Thanksgiving. La façon dont elle a fait traîner les choses a tendu mes épaules. Les gens qui ont de bonnes nouvelles ne gagnent pas de temps. Quoi à propos de ça, ai-je dit, gardant mes yeux sur l'écran, tandis que mon autre main planait sur ma souris comme si je pouvais contrôler 2 réalités à la fois. Je pensais, a-t-elle dit. Et il y a eu une petite respiration là-dedans. Un petit recalibrage, comme si elle lisait un script et essayait de ne pas perdre sa place. Peut-être que tu devrais sauter cette année. J'ai arrêté de faire défiler. Mes doigts se sont figés. Sauter? Ouais. Elle s'est précipitée. C'est juste que grand-père Elias a été vraiment fatigué ces derniers temps. Le médecin a dit qu'il ne devrait pas avoir trop d'excitation. Tu sais comment il devient quand tu visites. Il veut rester debout à parler et il va se pousser à bout. Elle a laissé échapper un rire qui semblait fabriqué, le genre qu'on entend dans une annonce de messagerie vocale. On garde ça calme, juste la famille locale. Je vis à Austin. Ma famille vit à Carmel. Cette distance a toujours été pratique pour eux quand ils veulent qu'une version des événements reste incontestée. Depuis quand grand-père veut-il du calme, ai-je demandé. Depuis qu'il a eu 87 ans, a-t-elle dit rapidement. Et depuis que le cardiologue a dit à maman qu'il a besoin de moins de stress. Cette partie aurait pu être vraie. Grand-père a ralenti. C'est dur de voir ça arriver. Il est la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais regardé comme si mon esprit n'était pas un problème à corriger. Quand j'étais enfant, il m'a appris à lasser mes chaussures, à lancer une ligne de pêche, à serrer la main correctement. Quand je suis parti pour l'université, il m'a donné un porte-documents en cuir et m'a dit de construire une vie que je pourrais assumer. C'est grâce à lui que j'ai appris à traiter l'épreuve comme une terre sacrée. Donc oui, l'idée qu'il puisse avoir besoin de calme ne semblait pas folle. Ce qui ne collait pas, c'était Sloan, de toutes les personnes, insistant pour que je le sauve du fardeau de ma présence. Puis elle a livré la phrase qui a fait se dresser les poils sur mes bras. En plus, a-t-elle ajouté légèrement, tu devrais probablement économiser le billet d'avion. Les vols depuis le Texas ne sont pas donnés. Je sais que tu t'en sors bien, mais quand même. C'était là. L'indice.
Sloan ne s'est jamais soucié de mes finances, à moins que mes finances ne soient dans son voisinage. Elle n'a jamais appelé pour demander si j'allais bien quand je passais des nuits blanches à l'université. Elle n'a jamais proposé de partager une note. Elle ne s'est jamais une seule fois inquiétée du coût d'un billet d'avion, à moins que le voyage lui-même ne menace ce qu'elle voulait garder contenu. Je n'ai pas discuté. Discuter lui aurait donné des informations. J'ai gardé ma voix neutre, le même ton que j'utilise avec les suspects qui ne savent pas que j'ai déjà 5 coups d'avance. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Super, a-t-elle répondu trop vite, comme si elle avait retenu son souffle. Je t'aime. Salut. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit en retour. J'ai fixé mes moniteurs, mais le code sur l'écran est devenu flou. La conversation avait le même rythme que les emails de phishing que je dissèque pour le travail. Les mots étaient polis. La logique était plausible. L'intention en dessous semblait fausse. Dans mon travail, quand quelque chose semble faux, on ne se convainc pas du contraire. On vérifie. On extrait des données. On consulte les journaux. Je suis resté assis là pendant 1 minute entière, écoutant le bourdonnement des ventilateurs de mon ordinateur, sentant ce clic familier dans mon cerveau quand un dossier s'ouvre de lui-même. Puis, presque nonchalamment, comme si je me prouvais à moi-même que j'avais tort, j'ai pris mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Il y a un compte que je ne regarde presque jamais, un compte joint que grand-père Elias a ouvert pour moi quand j'ai eu 18 ans. Il l'avait approvisionné avec quelques milliers à l'époque et m'avait dit que c'était pour les urgences, un coussin, un moyen de respirer si la vie me mettait un jour à terre. Je l'ai utilisé une fois à l'université quand mon ordinateur portable est mort juste avant les examens finaux, et je l'ai remboursé en 6 mois, parce que la confiance de grand-père ressemblait à quelque chose qu'on rembourse. Depuis lors, j'ai laissé le compte reposer, accumulant de la poussière et de minuscules intérêts, comme une promesse silencieuse entre nous. Le solde semblait normal au premier coup d'œil, quelques milliers, rien de dramatique. Exactement le genre de nombre qui dit à votre cerveau de passer à autre chose. Mais mon pouce ne s'est pas éloigné. Il a plané. Parce que cet appel avec Sloan avait planté une question en moi qui ne cessait de taper. Pourquoi voudrait-elle que je sois absent? Et si elle voulait que je sois absent, qu'est-ce qui se passait pendant que j'étais absent? J'ai appuyé sur l'historique des transactions juste pour me rassurer, juste pour confirmer que ma propre paranoïa faisait ce qu'elle fait toujours, réagir de manière excessive. Et alors que l'écran chargeait, j'ai eu la pensée la plus étrange, aiguë et silencieuse, comme une voix venue de quelque part au plus profond. Si tu ne cliques pas une étape de plus, tu ne sauras jamais ce qu'ils ont pris. Mon doigt s'est arrêté au-dessus de la liste. Je pouvais encore faire marche arrière. Je pouvais encore prétendre que je n'avais pas regardé. Mais j'avais appris à la dure que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Alors j'ai cliqué, et j'ai attendu que le passé montre son jeu. La liste s'est affichée dans une colonne propre de date et de montant, le genre de formatage stérile que les banques utilisent pour faire ressembler l'argent à des mathématiques plutôt qu'à la vie. Pendant une seconde, tout semblait ordinaire. Dépôt, intérêt, quelques petits virements d'il y a des années. Et puis mes yeux ont accroché un nombre qui n'appartenait à aucune version de ma réalité. 500 000 $. Mon estomac a chuté si vite que c'en était physique, comme si une main m'avait atteint à l'intérieur et avait tiré. 14 août. Virement entrant, 500 000 $. La ligne mémo disait quelque chose que grand-père écrirait s'il utilisait jamais les lignes mémo. Pour Rhett, avec amour, grand-père. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma vision se réduise à un tunnel. Un demi-million de dollars n'apparaît pas accidentellement dans un compte joint pour ensuite rester là poliment. C'est un événement de vie. C'est le genre de chose pour laquelle on appelle quelqu'un. C'est le genre de chose pour laquelle on pleure. C'est le genre de chose dont grand-père Elias aurait discuté avec moi, pas parce qu'il avait besoin de permission, mais parce qu'il a toujours cru que l'argent sans sens n'est que du bruit. Mon doigt a fait défiler une ligne vers le bas. 15 août. Virement sortant, 499 800 $. Destination, compte externe. Mémo, opportunité d'investissement. Ma gorge est devenue sèche. 24 heures. Il l'avait pris en un jour. Même pas subtil. Mais ensuite, j'ai vu ce qui rendait la chose pire. Ce qui la rendait intelligente. Le solde restant. Pas zéro. Pas nettoyé complètement. Ils avaient laissé quelques milliers derrière.
Juste assez pour faire ressembler le compte à ce à quoi il avait toujours ressemblé. Juste assez pour éviter de déclencher certaines alertes automatiques qui se déclenchent quand un solde touche le fond. Juste assez pour m'empêcher de remarquer, à moins que je ne fasse exactement ce que je venais de faire. Cliquez une étape de plus. Ma main tremblait. J'ai posé mon téléphone sur le bureau avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Dans mon travail, quand on trouve l'arme du crime, on ne la fixe pas en paniquant. On commence à construire une chaîne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le même compte sur le site web de la banque, parce que les applications simplifient, et les sites web gardent les reçus. Les détails du virement étaient là. Numéro de confirmation, horodatage à la minute près. Je sentais mon pouls dans mes oreilles. L'affaire n'était plus hypothétique. Elle était réelle, et c'était la mienne. J'ai appelé la banque, pas le numéro du service client qui vous dirige à travers un labyrinthe d'enregistrements joyeux, mais la ligne de prévention des fraudes que je savais comment joindre, parce que j'ai passé des années à traiter avec des institutions qui ne bougent vite que lorsque vous utilisez le bon langage. Après 2 transferts et une longue attente, une femme à la voix fatiguée a décroché. Prévention des fraudes, a-t-elle dit, et m'a donné son nom. Je lui ai dit le mien, je lui ai dit le compte, je lui ai dit que je devais contester un virement immédiatement. Elle a posé les questions de vérification habituelles. J'y ai répondu en pilote automatique, mes yeux verrouillés sur l'historique des transactions, comme s'ils pouvaient se réécrire si je regardais assez fort. Finalement, elle a dit, Monsieur Calder. Je vois que ce virement a été initié avec des identifiants de connexion valides et une authentification à 2 facteurs. Ma mâchoire s'est crispée. Je ne l'ai pas initié. L'adresse IP enregistrée est située à Carmel, en Californie, a-t-elle continué. Est-ce un endroit que vous visitez régulièrement? Ma famille vit là-bas, ai-je dit, et entendre le mot famille à voix haute m'a donné la chair de poule. Mais je n'y ai pas été depuis des mois. Il y a eu une pause remplie de bruits de frappe au clavier. Et vous êtes certain de n'avoir autorisé personne à accéder à ce compte en votre nom? Complètement, ai-je dit. Je ne partage pas mes identifiants. Je n'autorise pas les membres de la famille. Personne n'a mes appareils. La représentante a hésité, comme si elle lisait quelque chose qui était sur le point de changer toute la conversation. Monsieur Calder, a-t-elle dit prudemment. Nous avons également des documents au dossier autorisant un utilisateur supplémentaire à agir sur le compte. Quel document? Un formulaire de procuration, a-t-elle répondu. Signé par vous le 10 août. Il accorde l'autorisation à Marianne Calder. Ma mère. La pièce a basculé. Ce n'était pas dramatique. C'était ce sentiment soudain de gravité qui change à l'intérieur de votre propre maison. Je n'ai jamais signé de procuration, ai-je dit, chaque mot haché. La signature correspond à nos dossiers, a-t-elle répondu. Alors vos dossiers sont utilisés contre moi, ai-je dit. Cette signature est falsifiée. Plus de frappes au clavier. Je signale le compte pour enquête, a-t-elle dit. Vous devrez déposer un rapport de fraude formel. Je peux vous envoyer le lien par email. Nous devrons également vérifier votre identité et poser quelques questions supplémentaires. Je l'ai laissé faire. J'ai répondu à tout. Modèle d'appareil, question de sécurité, dernière connexion connue. Pendant qu'elle parlait, mes yeux ne cessaient de revenir aux dates. 10 août, procuration déposée. 14 août, virement entrant. 15 août, virement sortant. Ce n'était pas aléatoire. C'était mis en scène. Quiconque a fait cela n'a pas seulement pris l'argent. Ils ont préparé l'échafaudage légal d'abord, comme s'ils savaient exactement ce que la banque exigerait si des questions venaient plus tard. Quand j'ai finalement raccroché, mon café était devenu froid et mes mains tremblaient encore. Une notification clignotait sur mon écran, provenant de l'affaire sur laquelle je travaillais avant que cela en appelle. Une autre victime. Une autre compromission. Un autre crime numérique. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'étais pas formé. Une trahison qui n'était pas anonyme. Une trahison qui avait le nom de ma mère attaché à elle. L'email de la banque est arrivé une minute plus tard avec une pièce jointe PDF. Procuration. Le document semblait légitime au premier coup d'œil. Formatage propre, langage juridique approprié, bloc signature en bas avec mon nom tapé à la machine, et une signature qui, de loin, aurait pu passer pour la mienne. C'était le but.
Ils n'avaient pas besoin de perfection. Ils avaient besoin d'assez de plausibilité pour passer à travers la liste de contrôle d'un employé. J'ai zoomé jusqu'à ce que les pixels se détachent. Ma signature a des particularités. Celle de tout le monde en a. La mienne en a une dont je n'ai jamais parlé à personne, parce que j'ai appris très tôt que la famille n'est pas un système de sécurité. Chaque fois que je signe un document légal, j'ajoute une petite marque dans le coin supérieur droit du champ de signature. Pas une initiale complète, pas quelque chose que quelqu'un remarquerait, à moins de le chercher. Juste une petite coche diagonale, comme une respiration. Cela a commencé comme une habitude paranoïaque après avoir vu trop de contrats être contestés dans mon domaine. C'est devenu une empreinte digitale. J'ai scanné le bloc signature. La boucle du R était là. Le trait descendant net sur le C était là. La forme générale était bonne, mais la coche n'y était pas. L'espace où elle aurait dû être était propre et vide, comme une dent manquante. Je me suis reculé dans ma chaise et j'ai senti le froid se répandre sous mes côtes. On peut simuler une signature en copiant sa forme. On ne peut pas simuler l'habitude privée dont on ignore l'existence, ce qui signifiait que quiconque avait créé ceci ne m'avait pas assis là en train de signer. Ils avaient des échantillons. Ils avaient du temps. Ils se sont entraînés. Ils l'ont construit. J'ai enregistré le PDF dans un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai intitulé ce qu'il était. Procuration-bas falsifiée. Puis j'ai commencé à faire ce que je fais toujours quand j'ai besoin que la réalité reste solide. J'ai documenté des captures d'écran du virement entrant et sortant. Une copie de la page de détail de la transaction, l'entête de l'email de la banque, le PDF enregistré localement et sauvegardé. Les eurodatages notés dans un fichier séparé. Je ne faisais pas confiance à mes émotions. Je faisais confiance à la redondance. Quelque part au milieu de tout ça, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Sloan. Alors, tu ne viens définitivement pas jeudi, hein? Je veux juste m'assurer pour que maman n'achète pas trop de nourriture. J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il devienne flou. Il n'espérait pas juste que je saute le dîner. Il le confirmait. Il comptait sur mon absence. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait l'appeler, crier, exiger des réponses. Forcer la vérité à sortir d'elle comme on retire une écharde. Mais cette partie était émotionnelle. Et l'émotion est bruyante. Si vous confrontez quelqu'un avant de comprendre la forme de son mensonge, vous lui apprenez quoi corriger. J'ai tapé lentement, délibérément. En fait, j'ai changé d'avis. Je serai là. La réponse est venue presque instantanément. Vraiment? Tu es sûr? Je croyais que tu avais dit que le travail était fou en ce moment. Je n'avais pas dit ça. Mon pouce est stabilisé, non pas parce que j'étais calme, mais parce que le motif se formait clairement maintenant. J'ai répondu, le travail peut attendre. La famille est importante. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. D'accord, super. À jeudi. J'ai posé mon téléphone, ouvert l'application de la compagnie aérienne, et réservé un vol pour la Californie. Pas parce que je voulais des vacances, mais parce que je voulais une scène de crime tant que les empreintes étaient encore fraîches. Mon lien de rapport bancaire était ouvert dans un autre onglet. J'ai commencé à le remplir avec la même précision que j'utiliserais si un client m'avait appelé en panique. Et pendant que je tapais, mes yeux ne cessaient de dériver vers ce bloc signature sur le PDF. La coche manquante, les 2 courbes parfaites, la façon dont mon propre nom avait été transformé en arme. Je tenais le document sur mon écran comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès, parce que dans mon esprit, c'en était déjà une. Si cette signature manquait de ma marque, alors quelqu'un avait répété mon identité. Quelqu'un avait pris le temps de devenir moi sur le papier. Et plus je fixais le nom du fichier, plus l'effroi s'aiguisait en quelque chose d'autre. Ce n'était pas de Sloan dont j'avais peur. Sloan était désordonnée. Sloan était impulsive. Sloan volait comme une personne qui pense qu'elle s'en sortira en parlant plus tard. C'était différent. C'était planifié. C'était patient. C'était le genre de fraude construite par quelqu'un qui comprend les systèmes, les apparences, et comment rendre un mensonge respectable. J'ai fermé mon ordinateur portable, attrapé une valise dans le placard, et commencé à faire mes bagages avec des mains qui ne voulaient toujours pas s'arrêter de trembler. De l'autre côté de ma fenêtre, Austin continuait comme si de rien n'était. Des voitures glissaient dans la rue.
Un voisin promenait un chien. La vie normale. Pendant ce temps, quelque part à Carmel, quelqu'un préparait une table de Thanksgiving, et décidait comment transformer un demi-million de dollars en une histoire à 200 $. Et j'étais sur le point de marcher droit dans leur performance, avec la vérité dans ma poche. Je n'ai pas beaucoup dormi après avoir réservé le vol. Pas parce que j'avais peur, mais parce que mon cerveau fait ce qu'il fait toujours quand quelque chose cesse d'avoir du sens. Il construit une carte. J'avais le PDF ouvert sur mon moniteur principal, les détails du virement sur le second, et un document vierge sur le troisième où je commençais à disposer les dates comme des piquets dans le sol. 10 août, la procuration a été déposée. 14 août, un demi-million a atterri dans mon compte joint avec grand-père Elias. 15 août, presque tout a disparu vers un compte externe. Mes mains continuaient de vouloir trembler, et je continuais de les forcer à faire un travail utile à la place. J'ai zoomé sur le bloc signature à nouveau jusqu'à ce que l'encre ressemble à une ligne côtière. La forme générale était assez proche pour tromper un employé un jour de grande affluence, mais plus on regardait profondément, plus elle se trahissait. La pression était trop uniforme. Les vraies signatures respirent. Elles accélèrent. Elles ralentissent. Elles traînent dans un coin et se lèvent dans un autre. Celle-ci non. Elle était lisse d'une manière qui n'arrive que lorsque quelqu'un a tracé, nettoyé et cousu une version de moi à partir d'échantillons. Et elle était là, la preuve silencieuse que personne d'autre ne remarquerait, ma minuscule coche diagonale, la marque privée que j'ajoute toujours dans le coin supérieur droit du champ de signature, était manquante. Ce n'était pas une erreur qu'on fait si j'étais physiquement présent. C'est une erreur qu'on fait quand on devine, quand on recrée, quand on construit une fausse identité par l'étude au lieu du consentement. Je me suis reculé et je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Quiconque a fait cela ne voulait pas juste l'argent. Il voulait que la banque croie que je leur avais donné la permission de ma propre main. Ça demande de la planification. Ça demande de la pratique. Ça demande quelqu'un qui comprend les systèmes, la paperasse, et comment les institutions se protègent. Sloan ne planifie pas comme ça. Sloan ne pratique rien à moins que ce ne soit un sourire pour une photo. C'est le genre de personne qui emprunte et espère que l'univers lui pardonnera. Elle est impulsive, émotionnelle et négligente. Un document légal falsifié soumis des jours à l'avance n'était pas son style de signature, ce qui signifiait soit qu'elle était guidée par quelqu'un de plus intelligent, soit qu'elle n'était pas celle qui tenait le stylo du tout. Je suis passé de la signature à la destination du virement. L'interface de la banque ne montrait que les 4 derniers chiffres, mais je n'étais pas novice dans la façon dont la sécurité fonctionne quand on sait où regarder. J'ai utilisé ce que j'avais, le numéro de confirmation de la transaction, le nom de la banque réceptrice, le chemin de routage. Une partie de ce que j'ai fait était de la méthode professionnelle pure. Une partie était du renseignement en source ouverte minutieux, et une partie était le genre de couture créative qu'on apprend quand on a passé des années à tracer de l'argent qui ne veut pas être trouvé. Je ne piratais pas. Je ne m'introduisais dans rien. Je construisais une image à partir des pièces qui étaient déjà exposées, comme le font toujours les enquêteurs. En 1 heure, j'avais un nom qui a rendu ma mâchoire dure. Glenn Whitlock. Le compte récepteur était nouvellement ouvert, daté de manière suspecte, très proche du virement. L'agence était située pile dans l'orbite de Carmel et montrait, assez près pour être pratique, assez loin pour ne pas donner l'impression d'être notre maison. Je suis resté assis là avec son nom sur mon écran, et j'ai écouté le bourdonnement de mon ordinateur, parce que c'était le moment où l'affaire cessait d'être un fantôme pour devenir une personne. Les gens ont des réputations. Les gens laissent des traces. Les gens deviennent négligents quand ils pensent que personne ne regarde. Je l'ai cherché de la façon dont je cherche n'importe qui que j'essaie de comprendre. Pas avec émotion, avec curiosité. Son LinkedIn a surgi comme un panneau d'affichage. Conseiller en patrimoine, consultant en investissement, fondateur. Le genre d'empilement de titres que les gens utilisent quand ils veulent avoir l'air d'avoir de l'argent sans avoir à le prouver réellement. Sa photo de profil était un costume et des dents parfaites. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux parce qu'il est destiné aux clients, pas aux amis. Chaque ligne de sa bio était polie, responsabiliser les familles, construire un héritage, croissance stratégique. Il avait des recommandations de gens avec des noms comme Chad et Brittany, qui louaient tous son intégrité exactement sur le même ton. Et puis j'ai vu le post qui m'a retourné l'estomac. Une mise à jour récente datée de quelques jours seulement après la disparition de mon argent. Glenn debout avec Sloan, sa tête penchée vers lui,
son bras enroulé autour d'elle comme une marque de propriété. La légende était de la pure performance. Ravi d'annoncer mes fiançailles avec l'incroyable Sloan Calder. Santé au nouveau départ. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai cliqué sur l'Instagram de Sloan ensuite, parce que ma sœur n'a jamais rencontré un paramètre de confidentialité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Tout était là. Une chronologie de destruction déguisée en soins de soi. Une photo d'eau cristalline et de sable blanc avec une légende sur le fait de se réinitialiser. Une piscine à débordement au coucher du soleil. Une flûte de champagne. Puis le gros plan de sa main gauche avec une bague qui attrapait la lumière comme une menace. J'ai zoomé jusqu'à ce que je puisse voir la taille. Émeraude, grosse, chère. Le genre de bague qui ne s'achète pas avec de l'argent occasionnel. Sous la photo, elle avait écrit quelque chose sur le fait d'être bénie, de se sentir enfin choisie. J'ai fait des captures d'écran de tout, une par une, et je les ai enregistrées avec des noms de fichiers incluant les dates et les heures, parce que les sentiments ne tiennent pas dans une confrontation, mais les horodatage si. J'ai construit une structure de dossier comme je le fais sur les cas d'entreprise. Transactions, procuration, réseaux sociaux, Blen, Sloan, chronologie. J'ai ajouté un document et commencé à cartographier les événements en langage clair. Grand-père fait un virement cadeau. L'argent est transféré. Des vacances apparaissent. Les fiançailles sont annoncées. La bague apparaît. Chaque étape s'alignait comme des dominos. Je n'étais pas satisfait par le soupçon. Je voulais les bordures de la preuve. Alors, j'ai poussé plus loin. J'ai cherché le genre d'achat qui suivent généralement un afflux de liquidités quand les gens pensent qu'ils s'en sont tirés. Voyages, bijoux, services de luxe. J'ai ancré chaque hypothèse au temps et au lieu. Il ne s'agissait pas d'être mesquin. Il s'agissait de créer une chaîne qui ne pourrait pas être balayée comme une coïncidence. Plus je rassemblais d'éléments, plus le motif devenait clair. Si cet argent a financé un voyage, ce n'était pas un accident. Si cet argent a financé une bague, ce n'était pas un malentendu. C'était un détournement. Des fonds volés transformés en statut social. Et puis, revenant à la seule partie qui ne collait toujours pas, j'ai ouvert le PDF de la procuration à nouveau. Sloan pouvait être avide, mais elle n'est pas patiente. Elle n'est pas du genre à s'asseoir à un bureau et à pratiquer une signature jusqu'à ce qu'elle paraisse assez propre pour un dossier bancaire. Elle aurait essayé de parler, de flirter et de pleurer pour arriver à ses fins. Ce document ne pleurait pas. Il se conformait. Il était conçu pour glisser à travers un système qui ressemblait à ma mère. Marianne vit par les systèmes. Elle vit par les apparences. Elle sait comment remplir un formulaire d'une manière qui semble officielle. Elle sait sur quel bouton appuyer et quels mots font arrêter les gens de poser des questions. J'avais besoin d'une comparaison, quelque chose de physique, quelque chose qu'elle avait écrit sans penser que quelqu'un l'analyserait. J'ai fouillé dans un tiroir de mon bureau et j'ai sorti une carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée l'année dernière. Je l'avais gardée parce qu'elle s'était réellement souvenue, ce qui est assez rare pour ressembler à un miracle dans cette famille. L'écriture sur l'enveloppe était nette, contrôlée et légèrement théâtrale, comme si elle voulait être admirée. Je l'ai scannée. Puis j'ai mis la procuration côte à côte et j'ai commencé à comparer des détails que la plupart des gens ne remarquent jamais. L'angle de certains traits. La façon dont les lettres majuscules penchaient. La façon dont elles barraient c'était avec un léger coup vers le haut au lieu de traverser tout droit. La façon dont ces jets avaient une subtile courbe vers l'intérieur sur le trait descendant. Ce n'était pas une analyse graphologique de niveau tribunal. Ça n'avait pas besoin de l'être. Je n'essayais pas de la condamner à ce moment-là. J'essayais de répondre à la question à laquelle mon corps avait déjà répondu. Qui dans ma famille avait le tempérament pour construire un mensonge aussi professionnel ? La réponse résidait dans la façon dont ces lettres bougeaient. Ma mère. J'ai fixé les écrans et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère s'installer. Ce n'était pas seulement que Marianne savait. C'était qu'elle avait probablement orchestré le tout. Grand-père Elias lui avait fait assez confiance pour appeler avant de virer le cadeau, pour lui demander de s'assurer que je comprenais qu'il venait avec amour. Elle aurait eu accès au plan avant moi. Elle aurait eu le temps de préparer la procuration, le temps de mettre en place le chemin de réception, le temps de coacher Sloan pour qu'elle reste silencieuse, et de coacher Blen pour qu'il paraisse respectable. Cette réalisation ne m'a pas donné envie de crier. Elle m'a donné envie d'arrêter de leur donner des informations. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé ma sœur.
Je n'ai même pas envoyé de menace par SMS. Au lieu de cela, je suis passé en ce que j'appelle le mode tribunal. J'ai imprimé les relevés bancaires. J'ai imprimé les confirmations de virement. J'ai imprimé le PDF de la procuration et marqué la coche manquante en rouge sur ma propre copie. J'ai imprimé des captures d'écran des postes de Sloan avec les dates visibles. J'ai imprimé l'annonce de fiançailles de Blaine. J'ai tout empilé dans un porte-document en cuir que grand-père m'avait donné quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Et l'ironie de cela a fait quelque chose d'aigu à ma poitrine. Le même cadeau destiné à m'aider à paraître professionnel allait maintenant m'aider à prouver que ma famille m'avait volé. J'ai sorti mon mini-projecteur d'un placard. Je l'utilise parfois pour des présentations clients quand une salle de conférence n'a pas d'équipement décent. J'ai vérifié qu'il fonctionnait. J'ai emballé des câbles supplémentaires. J'ai enregistré le diaporama que je construisais à plusieurs endroits. J'ai intitulé la première diapositive comme j'intitule chaque étude de cas quand j'ai besoin que les gens fassent attention. Opportunité d'investissement familial. Une étude de cas sur la fraude par virement. Sous-titre, comment 500 000 $ sont devenus 2 cents. Puis j'ai répété le rythme. Pas parce que je voulais faire un spectacle. Parce que le timing est tout quand quelqu'un ment. Vous voulez que la vérité atterrisse quand ils n'ont pas le temps de réorganiser la pièce autour d'elle. 12 minutes pour la révélation complète. Des pauses stratégiques, juste assez de temps pour qu'ils se sentent en sécurité et réalisent ensuite qu'ils ne le sont pas. Mon téléphone a vibré à nouveau pendant que j'étiquetais des dossiers. Un autre message de Sloan. Je confirme juste que tu viens vraiment. Maman prévoit les portions. La formulation était douce, mais l'urgence en dessous était évidente. J'ai répondu comme si j'étais calme. Ouais. J'atterris demain. À plus tard. La réponse est venue vite. Ouah. Ok. Je pensais que tu étais débordé par le travail. J'ai fixé cette phrase et j'ai ressenti une petite satisfaction amère. Je ne lui avais pas dit que j'étais débordé. Elle avait inventé cette histoire pour moi, de la même façon qu'elle essayait d'inventer le reste de celle-ci. Et maintenant elle glissait. Je ne l'ai pas pressée. J'ai juste laissé le lapsus reposer là, parce que quand les gens pensent qu'ils perdent le contrôle, ils font des erreurs. Le jour suivant, Austin était chaud et lumineux comme il l'est toujours. Et le quitter donnait l'impression de sortir de l'air pur. J'ai embarqué sur mon vol avec mon sac d'ordinateur lourd à mon épaule, et mon porte-documents coincé sous mon bras comme un bouclier. Au moment où nous avons atterri à SFO, le ciel avait pris ce gris délavé qui donne l'impression que la Californie retient son souffle. La pluie a frappé le pare-brise au moment où j'ai pris la voiture de location. J'ai conduit vers le sud avec les essuie-glaces travaillant dur, et mon esprit encore plus dur. L'autoroute était glissante. Les phares s'étalaient en ligne. Tout à l'extérieur semblait flou, comme si je conduisais dans un souvenir que j'essayais d'éviter. Carmel n'est pas loin de mon trait, mais la distance semblait plus longue la nuit. La route s'est rétrécie. Le vent s'est levé. L'océan apparaissait et disparaissait par éclairs sombres. Je n'arrêtais pas de penser aux mains de grand-père Elias, à la façon dont elles tremblent un peu quand il est fatigué, et comment quelqu'un avait utilisé cette fatigue comme couverture. Quand j'ai atteint l'hôtel à Monterey, le hall sentait l'eau de javel et le faux pain. Je me suis enregistré, j'ai porté mes sacs dans une chambre qui semblait trop calme, et j'ai transformé le bureau en centre de commandement. J'ai étalé des documents, installé mon ordinateur portable, et commencé à construire la présentation avec une simplicité impitoyable. Date, montant, nom, capture d'écran, chaque diapositive, un coup de poing. Pas de poésie, pas de supplication, juste la vérité arrangée de telle sorte que même un menteur ne puisse prétendre que c'était un malentendu. J'ai pratiqué le rythme. Quelque temps après minuit, je me suis reculé et j'ai fixé la diapositive de titre brillant dans le noir. Mon reflet paraissait plus vieux qu'il ne le devrait. Je pensais à la maison à Carmel, aux bougies de Marianne, au sourire de Sloan et au silence de Gordon. Ils allaient essayer de me tendre un chèque de 200 $ et me dire d'être reconnaissant. Ils allaient essayer de faire douter grand-père Elias de sa propre mémoire. Ils allaient essayer de me peindre comme le problème si je résistais. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis forcé à dormir quelques heures. Le matin est arrivé avec la pluie tapant à la fenêtre comme un compte à rebours. Je me suis habillé, j'ai tout emballé soigneusement, et j'ai conduit la dernière étape jusqu'à la maison. Quand je me suis garé au bord du trottoir, elle ressemblait exactement à ce qu'elle a toujours été, polie et innocente,
comme si rien de criminel ne pouvait jamais se passer derrière ces murs. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle portait le pull cher qu'elle garde pour les vacances, ses cheveux coiffés, son sourire déjà en place. Elle m'a serré dans ses bras avec une pression parfaite, le genre d'étreinte qui vous dit qu'elle s'est entraînée devant le miroir. « Rhett » a-t-elle dit comme si elle était soulagée. Puis ses yeux ont glissé par-dessus mon épaule. « Combien de temps restes-tu » Ce n'était pas un bonjour, c'était un inventaire. Je suis entré et elle a posé la question suivante sans perdre le rythme. « As-tu apporté beaucoup de choses avec toi » J'ai gardé ma voix détendue. Juste ce dont j'ai besoin. Son sourire s'est resserré d'une fraction. Elle a pointé vers une pièce latérale. « Laisse tes affaires là-dedans. On mange bientôt. Et s'il te plaît, n'énerve pas grand-père. » Ça avait l'air attentionné. C'était du contrôle. J'ai marché vers le salon et j'ai vu grand-père Elias dans son fauteuil près de la cheminée, journal ouvert, lunettes de lecture perchées bas. Quand il a levé les yeux et m'a vu, tout son visage s'est éclairé d'une manière qui m'a encore frappé à la poitrine. Je l'ai serré doucement, sentant à quel point il était devenu léger, à quel point ses épaules étaient pointues sous le cardigan, mais sa poigne restait forte. « Voilà mon garçon » a-t-il dit. Sa voix réchauffait la pièce d'une manière que celle de ma mère ne pourrait jamais. Je l'ai tenu une seconde de plus, parce que je ne savais pas ce que ce jour allait lui coûter. Puis, juste avant que nous ne nous dirigions vers la salle à manger, ma mère a pressé une enveloppe blanche dans ma main avec une urgence silencieuse. Mon nom était écrit sur le devant de son écriture. Elle s'est penchée comme si elle partageait un secret destiné à le protéger. « Ton grand-père m'a demandé de te donner ça » a-t-elle chuchoté. « Ne mentionne pas le montant. Les choses sont un peu justes cette année. » J'ai refermé mes doigts autour de l'enveloppe et j'ai senti le papier se froisser légèrement. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas juste un chèque. C'était leur histoire. Et j'allais la laisser tomber en morceaux devant tout le monde. La maison était habillée pour Thanksgiving, de la façon dont ma mère s'habille pour tout ce qui pourrait être jugé. Tout semblait soigné dans les moindres détails, comme une page de magazine où personne ne vit réellement. La table à manger était dressée avec la belle porcelaine, les bougies déjà allumées même s'il était encore l'après-midi, les serviettes pliées assises comme de petites sculptures, un centre de table qui sentait la cannelle et l'argent. L'air portait l'odeur de la dinde, de la farce et de quelque chose de sucré qui cuisait dans la cuisine. Et pendant une seconde, si vous ne saviez pas mieux, vous pourriez croire que c'était une famille normale sur le point de passer des vacances normales. C'est ce qui rendait la chose dangereuse. La version du normal de Marianne vient toujours avec un piège caché sous la nappe. J'ai gardé l'enveloppe dans ma main alors que nous dérivions à travers la chorégraphie d'avant-dîner. Ma mère bougeait comme un chef d'orchestre, ajustant un couvert, redressant un chemin de table, dirigeant mon père avec des instructions de 2 mots qu'il suivait sans lever les yeux. Gordon avait déjà un verre de vin, et ce n'était pas son premier. Il était assis dans le salon avec le match de football en sourdine, les yeux fixés sur l'écran comme s'il était plus sûr de regarder des étrangers s'entrechoquer que de ressentir quoi que ce soit dans sa propre maison. Quand il m'a jeté un coup d'œil, c'était un signe de tête qui n'a pas tout à fait atteint un « bonjour », « Content de te voir », a-t-il dit. « Toi aussi », ai-je répondu. Et ce fut tout l'échange. Ma mère ne m'a pas posé de questions sur mon vol. Elle n'a pas demandé comment était Austin. Elle n'a pas demandé si j'étais fatigué. Elle a posé les 2 questions qui importaient à quelqu'un essayant de garder le contrôle d'un récit. Combien de temps restes-tu ? As-tu apporté beaucoup de choses ? Elle les a posées avec un sourire et un ton doux, mais j'ai entendu l'intention en dessous aussi clairement que j'entends l'intention dans la messagerie vocale d'un escroc. Elle voulait savoir combien de temps elle avait, et quels outils j'avais pu apporter pour ruiner l'histoire qu'elle avait préparée. J'ai porté mon sac dans la pièce latérale qu'elle a indiquée, et j'ai remarqué qu'elle me suivait juste assez loin pour regarder où je le posais. Pas comme une hôtesse, comme un garde. Je suis retourné au salon et je me suis assis avec grand-père Elias pendant quelques minutes, parce que c'est pour ça que j'étais venu, vraiment. L'épreuve et la justice comptaient, mais le centre de tout cela était toujours cet homme, toujours son amour. Toujours la confiance que quelqu'un avait transformée en arme. Il semblait plus petit que la dernière fois que je l'avais vu, mais ses yeux étaient clairs. Quand il m'a souri, ce n'était pas une performance. C'était du soulagement. « Comment va le Texas » a-t-il demandé. La voix râpeuse avec l'âge mais stable. « Chaud,
ai-je dit, essayant de garder la chaleur dans ma propre voix. Mais bien. Le travail a été chargé. Tu as toujours été occupé, a-t-il dit, et il y avait de la fierté là-dedans. Toujours à courir après ce qui est juste. Les mots ont frappé plus fort qu'il ne le pensait. Je lui ai posé des questions qui ressemblaient à une conversation banale de petit-fils, mais chacune avait un but. Tu as été beaucoup sur tes emails ces derniers temps, ai-je demandé comme si je m'intéressais à ses loisirs. Il a gloussé. Ta mère essaie toujours de me faire utiliser cette tablette. Il a dit, je préfère mon téléphone, mais oui, je vérifie mes emails. La banque envoie des confirmations. Je les garde. J'ai hoché la tête comme si c'était normal, parce que pour lui, ça l'était. Il fait tout selon les règles. Quand tu as fait ce virement, ai-je dit prudemment, sans nommer de montant pour l'instant. Tu l'as fait toi-même? Il m'a regardé comme si la question était étrange. Bien sûr que je l'ai fait, a-t-il dit. Je suis vieux, pas impuissant. Puis il a baissé la voix légèrement, se penchant vers moi. J'ai appelé Marianne d'abord, cependant, a-t-il ajouté presque comme une confession. Je lui ai dit que je voulais t'aider. Je lui ai demandé de s'assurer que tu savais que ça venait de moi, parce que tu es occupé et tu ne vérifies pas toujours ce compte. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Mon estomac s'est serré si vite qu'il m'a volé mon souffle pendant une demi-seconde. Elle était là, la porte d'entrée. Le moment où elle a eu accès, non pas à mes identifiants, mais à sa confiance. Grand-père Elias lui avait remis le récit avant même que l'argent ne bouge, et elle avait promis de le livrer comme une messagère aimante. Au lieu de cela, elle l'avait utilisé comme une clé. J'ai forcé mon visage à rester neutre. C'était gentil de ta part, ai-je dit. Je ne voulais juste pas que tu le rates, a-t-il répondu. Tu travailles dur. Tu mérites un peu de facilité. J'ai avalé la brûlure derrière mes yeux. La voix de ma mère a flotté depuis la cuisine, demandant à quelqu'un d'apporter de la glace, de sortir les apéritifs, de déplacer un plateau. Tout semblait normal si vous ne saviez pas ce qu'elle avait fait. Puis Sloan est apparu. Elle est entrée comme si une caméra s'était allumée, cheveux parfaits, tenue choisie avec intention, sourire assez large pour passer pour de la joie. Mais quand elle m'a serré dans ses bras, son corps est resté raide. Ses bras m'ont entouré mais elle ne s'y est pas installée. Sa main a glissé sur mon épaule et j'ai senti ses doigts se tendre, comme si elle mesurait à quel point j'étais solide, à quel point il serait difficile de me déséquilibrer. La bague à sa main gauche a attrapé la lumière et a jeté de petits éclairs sur le mur. De minuscules coupures brillantes qui ont fait vaciller ma vision. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était sur sa photo. Vraie, chère, bruyante. Rhett, a-t-elle dit, la voix douce. Un peu trop douce. Je suis tellement contente que tu aies pu venir. Je l'ai tenue à bout de bras pendant juste une seconde parce que j'avais besoin de voir ses yeux. Ils étaient brillants, mais pas de bonheur, de nervosité. Derrière elle, Blaine Whitlock est entré dans la pièce comme s'il y avait sa place. Costume qui allait trop bien pour une fête de famille. Montre qui semblait vouloir de l'attention. Il a tendu la main avant même que Sloan n'ait fini de le présenter. Rhett, a-t-il dit, poigne ferme, sourire pratiqué. Enfin, Sloan parle de toi. J'ai pris sa main et j'ai senti le contrôle dans le geste. La façon dont il a tenu une fraction plus longtemps que nécessaire, la façon dont ses yeux m'ont scanné rapidement, pas seulement mon visage, mais mes épaules, la sangle de mon sac, l'épaisseur du dossier sous mon bras. Il ne me regardait pas comme un futur beau-frère. Il évaluait la menace. Félicitations, ai-je dit, gardant mon ton lisse. Quand vous êtes-vous fiancés? C'était une question simple, placée délibérément. Une personne normale y répond facilement. Le sourire de Sloan a vacillé et elle a ouvert la bouche, mais Blaine a coupé court. Fin août, a-t-il dit, voix stable. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il a tiré Sloan près de lui et a embrassé sa tempe comme une marque de fabrique. Sloan a ri doucement, trop haut. Ouais, a-t-elle dit. Fin de l'été. Sa réponse a glissé autour de la date exacte comme si elle ne voulait pas la toucher. Je l'ai classée. Je n'ai pas poussé plus loin. Pas encore. Marianne est apparue à côté de nous avec un plateau d'apéritifs, souriant comme si c'était la pièce la plus heureuse du monde. N'est-il pas merveilleux, a-t-elle dit, regardant Blaine comme si elle l'avait choisi elle-même. Puis son regard s'est déplacé vers moi et a atterri sur mes mains.
Pourquoi ne viendrais-tu pas m'aider dans la cuisine, a-t-elle dit immédiatement. De la façon dont un professeur redirigeait un enfant qui pose les mauvaises questions. Nous avons besoin d'une paire de mains supplémentaires, et ton grand-père ne devrait pas avoir à parler autant. Ça avait l'air attentionné. C'était de la séparation. Elle voulait m'éloigner de grand-père Elias, loin de la personne qui pouvait confirmer la vérité sans mon implication. Je l'ai suivie dans la cuisine, parce que refuser aurait été une information. Là-dedans, Marianne dirigeait la pièce avec de petites commandes hachées, transformant tout en un emploi du temps. Assiette à 16h30, dinde à 17h, dessert à 18h30, murmurait-elle comme si le timing pouvait empêcher les conséquences. Chaque fois que j'essayais de dériver vers le salon, elle trouvait une raison de me rediriger. Peux-tu attraper la cuillère de service? Peux-tu vérifier le four? Peux-tu apporter ces serviettes à table? Quand je suis retourné au salon malgré tout, elle a suivi, parlant par-dessus moi, riant trop fort aux blagues de grand-père, touchant son épaule avec une main qui semblait affectueuse mais qui ressemblait à de la propriété. La maison s'est remplie progressivement avec quelques parents, une tante, un cousin, des gens qui ne me connaissaient plus vraiment, mais qui voulaient quand même être vus à la bonne maison, le bon jour férié. J'ai remarqué comment il jetait un coup d'œil à ma mère avant de parler, comment il riait à ses signaux, comment tout l'écosystème familial tournait autour de son approbation. Le pouvoir ne ressemble pas toujours à des cris. Parfois, cela ressemble à tout le monde attendant de voir quel visage Marianne porte avant de choisir ses mots. J'ai testé la température avec quelque chose de petit, de la façon dont on tape sur la glace pour voir si elle craque. Alors que nous étions près du comptoir, j'ai laissé ma voix aller à moitié sur le ton de la plaisanterie. Le travail a été sauvage ces derniers temps, ai-je dit. J'ai été sur beaucoup de cas de fraude par virement. Les gens deviennent audacieux, procuration, fausse signature, tout le tralala. J'ai gardé mes yeux sur un torchon comme si ça n'avait pas d'importance, mais j'ai regardé le reflet dans la fenêtre. La mâchoire de Marianne s'est crispée pendant une fraction de seconde, puis elle l'a lissée en un sourire. Sloan a cligné des yeux rapidement, comme si ses lentilles de contact étaient soudainement sèches. Blaine n'a pas réagi du tout. Il a juste levé son verre et a bu une gorgée comme s'il avait été entraîné à ne pas mordre. Cette absence de réaction était sa propre réaction. Les gens qui sont innocents posent généralement des questions. Les gens qui sont coupables font généralement semblant de s'ennuyer. Ma mère a tapé dans ses mains légèrement, redirigeant l'attention. D'accord, tout le monde, a-t-elle dit, brillante et ferme. Une règle cette année. Pas de discussion sur l'argent, pas de discussion sur le travail, et s'il vous plaît, n'énervez pas grand-père. Il a eu une longue semaine. Ses yeux se sont posés sur moi quand elle a dit ça. C'était doux comme un glaçage, tranchant comme un avertissement. Elle construisait le cadre à l'avance, de la même façon qu'elle avait construit la procuration, de la même façon qu'elle avait construit le chèque à l'intérieur de l'enveloppe. Si la vérité sortait, elle voulait que tout le monde croie déjà que le problème n'était pas le vol. Le problème serait moi. J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord, comme si j'étais juste le fils obéissant rentrant à la maison pour la dinde. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Je comprenais la pièce maintenant. Il ne cachait pas seulement ce qui s'était passé. Il préparait activement une version des événements où grand-père Elias n'était pas fiable, et où j'étais imprudent. Il posait un chemin d'excuses en temps réel. J'ai marché devant le comptoir de la cuisine et j'ai vu une autre enveloppe blanche assise là, intacte. Mon nom écrit de l'écriture de ma mère. Le même contrôle net, la même courbe théâtrale. Ce n'était pas celle dans ma poche. C'était une rechange, ou une sauvegarde, ou un accessoire attendant son signal. J'ai gardé mon visage calme alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, bougies vacillantes, assiettes cliquetantes, tout le monde glissant dans ses sièges assignés comme des acteurs atteignant leur marque. L'air sentait incroyablement bon. La pièce semblait parfaite, et je savais avec la même certitude que je ressens quand je regarde une arnaque se dérouler dans les journaux, que la perfection était la couverture. Quelque part sous cette nappe se trouvait un mensonge qu'il répétait depuis des mois, et tout ce qu'il faudrait pour l'exposer était une phrase au bon moment. L'heure avant le dîner s'est étirée de la façon dont le font les orages, calme en surface et violent en dessous. Marianne a trouvé une raison de m'attirer dans la cuisine pendant que le four bourdonnait et que l'odeur de la dinde remplissait l'air. Sa voix basse et douce, comme si elle négociait une trêve qui n'existait que pour son bénéfice. Elle se tenait près, les mains jointes, les yeux stables. « C'est bien que tu sois venu, a-t-elle dit. Mais ne rends pas les choses tendues.
Ton grand-père est faible. Tu comprends ça? J'ai gardé mon regard sur le comptoir, sur les lignes propres et la pierre polie qu'elle aimait parce que ça rendait les désordres impossibles. Je comprends, ai-je dit. C'est pourquoi je veux qu'il soit à l'aise. La vérité est ce qui le met à l'aise. Sa bouche s'est resserrée pendant une seconde, puis elle a changé de direction sans perdre le rythme, énumérant des sacrifices comme des reçus. Les années où elle m'a conduit aux activités. Les nuits où elle est restée éveillée à s'inquiéter. La façon dont elle avait toujours gardé la famille unie. C'était de la culpabilité déguisée en gratitude, une tactique familière destinée à m'adoucir assez pour m'éloigner des preuves. J'ai écouté sans interrompre, parce que l'interruption est la façon dont on perd de l'information. Quand elle a fait une pause, elle a ajouté quelque chose qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'ajouter. Il reste encore quelques milliers dans ce compte, a-t-elle dit légèrement, comme si elle me rassurait. Donc, ce n'est pas comme si tu étais fauché. La phrase a atterri de travers. Elle n'aurait pas dû connaître le nombre. Pas le montant, pas le fait qu'il n'était pas vide. Ce détail ne vit que dans les relevés et les écrans. J'ai senti la confirmation s'installer dans ma poitrine. Elle n'avait pas entendu parler du compte. Elle l'avait vu. Je ne l'ai pas défié. J'ai laissé le silence faire le travail et je l'ai regardé le remplir avec un sourire qui est venu un temps trop tard. J'ai attendu qu'elle soit distraite avant de trouver Sloan dans le couloir qui menait à l'arrière-cour. La porte coulissante était embuée par le changement de température. La maison étouffait le son, juste assez d'intimité pour que la vérité pointe le bout de son nez si elle le voulait. J'ai gardé ma voix basse. De qui était l'idée pour l'argent, ai-je demandé. Savais-tu même ce qu'est une procuration avant ça? Elle s'est raidie comme si elle avait reçu un signal. Je ne sais rien, a-t-elle dit rapidement. Ne me demande pas. Les mots semblaient pratiqués, livrés exactement de la façon dont quelqu'un livre une réplique dont on lui a dit qu'elle le garderait en sécurité. Je n'ai pas discuté. J'ai posé la question qui n'avait pas de réponse sûre. Si tu ne savais rien, pourquoi m'as-tu appelé pour me dire de ne pas venir? Ses lèvres se sont entr'ouvertes et fermées. Ses yeux ont glissé vers le salon, vers la voix de Blaine portant depuis l'intérieur. Le regard était suffisant. Le contrôle ne s'annonce pas toujours. Parfois, c'est un coup d'œil pour demander la permission. Elle a avalé sa salive et a dit quelque chose qui est sorti avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Tu ne comprends pas, a-t-elle chuchoté. Si le mariage n'est pas parfait, si ça n'a pas l'air parfait, tout s'effondre. Puis elle s'est fermée, mâchoire verrouillée, épaules rentrées, comme si elle en avait trop dit. L'aveu était suspendu là entre nous. L'argent n'était pas juste de l'argent. C'était un échafaudage pour une image qu'ils avaient déjà construite et dépensée. Blaine m'a trouvé avant que je puisse m'éloigner à nouveau, un verre apparaissant dans sa main comme une offre de paix. Il a orienté son corps pour bloquer l'embrasure de la porte et a souri de la façon dont les hommes le font quand ils pensent qu'ils parlent depuis une position d'autorité. On peut parler, a-t-il dit. Nous étions près du salon. Le match de football toujours en sourdine, Gordon le fixant à travers comme si c'était plus sûr que de regarder l'un de nous deux. Blaine parlait avec des abstractions lisses. Des mots qui semblaient rassurants jusqu'à ce qu'on essaie de les saisir. Les fonds étaient une allocation temporaire, a-t-il dit. Le capital bouge. Il revient. Tu travailles dans la tech, donc tu vois tout comme un crime. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la question la plus simple que j'avais. Si c'est légitime, montre-moi le contrat et le calendrier de remboursement. Il n'a pas répondu. Il s'est penché plus près à la place, baissant la voix. Tu mets du stress sur un vieil homme, a-t-il dit. Est-ce ce que tu veux? La menace n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle reposait sur l'hypothèse que je me soucierais plus de ce dont j'avais l'air que de ce qui était vrai. Quand il a ajouté presque nonchalamment, tout a été arrangé pour qu'Elias ne soit pas choqué, quelque chose de froid s'est enclenché en place. Arranger signifiait discuter. Planifier signifiait anticiper. Il ne réagissait pas à un problème. Il gérait une réponse. Je me suis excusé et je suis retourné dans la pièce latérale où j'avais laissé mes affaires. La fermeture éclair de mon sac d'ordinateur n'était pas comme je l'avais laissé. Le dossier à l'intérieur avait été déplacé, le bord net désaligné. J'ai vérifié la plus petite poche et j'ai senti mon estomac tomber à nouveau. Le câble pour le mini-projecteur avait disparu, pas égaré, retiré. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce en tempête.
Je l'ai simplement noté. La peur rend les gens négligents, et ils venaient de me montrer qu'ils avaient assez peur pour essayer de me désarmer. Mon téléphone a vibré dans ma main avant que je puisse fermer le sac. Une alerte de sécurité de la banque. Une tentative de connexion, un changement des paramètres de notification. Le timing était assez précis pour sembler intentionnel. Quelqu'un à l'intérieur de cette maison essayait encore de contrôler le récit en temps réel. J'ai respiré à travers ça et j'ai changé de plan. Je me suis envoyé le PDF à nouveau. J'ai téléchargé des sauvegardes. Je me suis préparé à tout ouvrir directement depuis mon ordinateur portable si je devais le faire, à tourner l'écran pour parler sans visuel si c'était la seule option restante. J'ai trouvé le câble manquant plus tard, caché dans un tiroir de cuisine sous des ustensiles que Marianne venait de trier, et je l'ai laissé là. Qu'ils croient qu'ils avaient gagné cette petite bataille. Marianne a tapé dans ses mains et a annoncé qu'il était temps, voix brillante et commandante, de la façon dont un réalisateur appelle les acteurs à leur marque. Elle avait déjà l'enveloppe dans sa main, les doigts enroulés autour avec une aisance de propriétaire. Je l'ai reconnu instantanément. L'histoire à 200 $. L'accessoire destiné à geler la pièce avant que toute question ne puisse respirer. Je l'ai regardé rassembler tout le monde vers la table et j'ai senti le calcul final s'installer. Ils n'allaient pas compter sur le déni. Ils allaient appliquer la pression. Et si la pression ne fonctionnait pas, ils étaient prêts à me peindre comme le problème. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je les ai suivis jusqu'à la salle à manger, décidant déjà comment faire atterrir la vérité sans les outils qu'ils avaient essayé de me prendre. L'air a changé au moment où nous sommes passés dans la salle à manger, plus lourd et plus calme, comme si tout le monde sentait le bord du précipice même s'il ne pouvait pas le nommer. Les bougies vacillaient, les assiettes attendaient. Grand-père Elias a été guidé vers sa chaise en bout de table, comme un invité d'honneur et un handicap en même temps. Avant qu'il ne puisse s'installer, Marianne a attrapé mon bras et m'a dirigé vers un coin près du couloir, sa poigne légère mais inflexible. Elle tenait une fine pile de papier soigneusement attachée. Cela rendra tout fluide, a-t-elle dit doucement. Signe juste et on pourra tous se détendre. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas. Le langage était vague à dessein, quelque chose qui pouvait passer pour un prêt familial ou une reconnaissance d'investissement, des mots choisis pour brouiller le consentement et la responsabilité. Si je signais, je dirais que l'argent a bougé avec mon approbation. J'effacerais le crime moi-même. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. J'ai posé une question qui cadrait la vérité pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Si tout était correct, ai-je dit, pourquoi cela doit-il être signé maintenant, quelques minutes avant le dîner? Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait plus tôt? Et pourquoi as-tu besoin de ma signature si la procuration t'a déjà donné l'autorité? Elle s'est figée juste le temps d'un battement de cœur. C'était suffisant. Sloan est apparu derrière elle, les yeux brillants de panique, et a dit la phrase qui a trahi tout le jeu. Signe juste, a-t-elle supplié. Ensuite c'est fini. Ne casse pas ça. Casser ça. Pas le réparer. Pas le comprendre. Casser ça. Dans leur version des événements, le mensonge était la structure qui tenait tout debout, et j'étais le poids qui pouvait l'effondrer. Blaine est intervenu, voix calme et mesurée, mais le contenu s'est aiguisé. Si tu transformes ça en scène, a-t-il dit, tu ruineras le nom de ta famille. Elias ne peut pas supporter ça. Tu seras le seul responsable. C'était une sentence morale rendue avant qu'aucune preuve ne puisse parler, une tentative d'assigner la culpabilité à l'avance. J'ai entendu une petite toux venant de la table et Marianne a élevé la voix juste assez pour que tout le monde entende. Il est un peu oublieux aujourd'hui, a-t-elle dit, souriant à la pièce. Alors soyons tous doux. Le mouvement était propre. Établir le doute avant que la vérité n'ait une chance. Je me suis éloigné d'eux et je suis allé vers grand-père Elias, m'agenouillant légèrement pour que ma voix reste entre nous. As-tu toujours l'email de confirmation, ai-je demandé. Il m'a regardé, puis a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone avec des mains prudentes. Je garde les choses, a-t-il dit. Ta mère le sait. Il a ouvert son email et il était là, le message de la banque avec la date et le montant éplé en chiffres sans ambiguïté. Il a fait défiler, les sourcils froncés. J'ai demandé à Marianne de te donner le cadeau, a-t-il dit doucement. Elle m'a dit que tu l'avais déjà remercié. Elle a dit que tu étais reconnaissant. La pièce a semblé soudainement plus petite. La boucle était bouclée. Elle lui a dit que je savais. Elle m'a dit qu'il n'avait donné qu'un peu.
Elle a utilisé son âge et ses médicaments comme couverture si les deux histoires se touchaient un jour. Je me suis redressé et j'ai pris le siège que j'avais déjà choisi, directement en face de lui, où il pouvait voir mon visage et où tout le monde pouvait me voir parler. J'ai posé mon ordinateur portable à portée de main et j'ai gardé l'enveloppe dans ma poche, non ouverte. Marianne s'est mise en position comme si rien n'était anormal, allumant une bougie qui était déjà allumée, souriant pour un public qui voulait la croire. « Commençons », a-t-elle dit. Grand-père Elias a pris le couteau à découper, stabilisant sa main. J'ai regardé la lame s'enfoncer dans la dinde et j'ai attendu. J'ai attendu le moment où il penserait que la performance avait fonctionné, la seconde où il se détendrait dans le mensonge. Quand grand-père a levé son verre, j'ai senti mon pouls ralentir, non pas parce que j'étais calme, mais parce que la décision avait été prise. Je n'avais pas besoin du projecteur. Je n'avais pas besoin du câble. Je n'avais pas besoin de permission. J'avais besoin d'une phrase placée exactement là où elle ne pouvait pas être ignorée. J'ai senti l'enveloppe contre mes côtes et j'ai su que lorsque je parlerais, la pièce changerait pour toujours. Grand-père Elias a commencé à découper comme il le faisait toujours, lentement et prudemment, le couteau sciant à travers la peau croustillante, tandis que Marianne dirigeait la pièce avec un sourire qui ne réchauffait jamais ses yeux. Les bougies vacillaient contre la nappe blanche. La maison sentait la dinde et la cannelle et quelque chose de cher essayant de passer pour du confort. J'étais assis là où j'avais choisi, en face de lui, l'enveloppe lourde dans ma poche, l'ordinateur portable assez proche pour l'ouvrir en un seul mouvement. Elias a levé son verre en premier. Sa voix était stable, fière, trop pleine d'amour pour des gens qui ne le méritaient pas. Il a parlé de l'âge, de la gratitude, des ponts qu'il avait construits et de la famille qu'il essayait de garder debout. Puis il m'a regardé et a dit qu'il voulait m'aider à franchir la prochaine étape. Une maison, un avenir, quelque chose de durable. Il a mentionné le cadeau comme si c'était déjà un fait établi, quelque chose qu'il avait fait avec joie. J'ai attendu que la pièce se détende dans le scénario de Marianne, que les épaules de Sloan se relâchent d'une fraction, que le sourire de Blaine s'aiguise comme s'il pensait que la partie difficile était terminée. Puis je l'ai dit clairement, de la façon dont on lit un chiffre dans un dossier. Merci, grand-père. Merci pour le chèque de 2 cents. Le couteau s'est arrêté en plein milieu de la coupe. Pas une pause, un arrêt complet. Elias a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux, le regard clair, la mâchoire serrée. Quoi? 200 $, a-t-il dit. J'ai sorti le chèque, je l'ai tenu en l'air comme un reçu. Ça, ai-je dit. Maman me l'a donné. Marianne a bougé vite, plus vite que n'importe qui d'autre à table. Papa, tu es confus, a-t-elle dit, voix brillante, douce, urgente. Tes médicaments pour le cœur. Elias n'a pas cligné des yeux. Je ne suis pas confus, a-t-il dit. Le cadeau que j'ai viré aurait été d'un demi-million de $. L'air est devenu plat. La fourchette de quelqu'un a gratté l'assiette. Le visage de Sloan a perdu sa couleur si rapidement que cela semblait douloureux. Les yeux de Blaine ont glissé vers la porte comme s'il calculait déjà les sorties. Marianne a essayé à nouveau, plus fort, pour le public. Il a été oublié aujourd'hui. Tout le monde le sait. Montre-moi, a dit Elias, la coupant. Rhett, montre-moi le compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable juste là. Pas de cérémonie. J'ai tourné l'écran vers lui. Les chiffres ont rempli la lueur entre nous. 14 août, virement entrant, 500 000 $. 15 août, virement sortant, 499 800. La main d'Elias s'est resserrée autour de son verre. Où est-il allé, a-t-il chuchoté. C'est ce que je voulais savoir, ai-je dit, gardant ma voix égale. Alors j'ai trouvé la destination. J'ai fait défiler jusqu'au détail du compte récepteur et j'ai dit le nom à voix haute. Blaine Whitlock. Le sourire de Blaine n'a pas disparu. Il s'est fissuré. C'est inapproprié, a-t-il dit. Tu fais ça au dîner. Les yeux d'Elias sont allés vers lui, tranchant comme un crayon de dessinateur. Assieds-toi, a-t-il dit. Réponds. La mâchoire de Blaine a travaillé, et il a essayé de ramener ça vers un langage poli. C'était une allocation d'investissement, temporaire. Ce sera retourné. Où est le contrat, ai-je demandé. Où est le calendrier de remboursement? Où est l'autorisation venant de moi? Le regard de Blaine a glissé vers Marianne. Puis de retour vers moi. Tu stresses un vieil homme, a-t-il dit, la voix tombant.
Veux-tu avoir ça sur la conscience? Elias a reculé sa chaise d'un pouce, le son net et final. Arrête de parler comme si tu te souciais de mon cœur, a-t-il dit. Tu te soucies de mon argent. Marianne s'est jetée sur le contrôle à nouveau. Rhett, s'il te plaît, a-t-elle dit. On peut discuter de ça en privé. Pas devant tout le monde. Je n'ai pas discuté. J'ai montré. J'ai affiché le PDF de la procuration. Zoomé sur le bloc signature. Je signe les documents légaux avec une petite marque ici, ai-je dit, pointant vers le coin vide. Elle n'est pas présente. Ceci n'a pas été signé par moi. Les yeux de Marianne se sont plissés. C'est insensé. J'ai fait glisser l'écran vers les champs du formulaire et l'écriture manuscrite. Tu remplis les formulaires de la même façon que moi, ai-je dit doucement. Les mêmes traits, la même pression, la même façon de barrer tété. Sloan a émis un son comme si elle avait été frappée. Arrête, a-t-elle chuchoté. J'ai cliqué sur la chronologie que j'avais construite. Virement déposé. Virement reçu. Virement envoyé. Puis les postes publics de Sloan, le complexe hôtelier, les vols, la bague, l'annonce des fiançailles. Les dates s'alignaient comme des clous. Sloan a craqué la première. Les larmes ont coulé vite, désordonnées, le genre qu'elle ne pouvait pas mettre en scène. Je ne voulais pas dire, a-t-elle dit, puis s'est reprise et a regardé vers Blaine comme si elle avait besoin de permission pour continuer à respirer. On en avait besoin, a-t-elle laissé échapper. Tout devait avoir l'air parfait. Il a dit que ça devait être parfait. Le visage de Blaine s'est durci. Ne fais pas ça, a-t-il claqué vers elle, puis s'est tourné vers Elias. C'est un malentendu familial. Le rire d'Elias était petit et amer. Un malentendu ne nécessite pas de papier falsifié, a-t-il dit. Marianne a cherché le dernier levier qu'elle avait. Pense à la famille, a-t-elle supplié. Pense à l'avenir de Sloan. Ne fais pas quelque chose que tu ne peux pas défaire. Elias s'est levé lentement, se stabilisant sur la table. Ses yeux étaient humides, mais sa voix ne l'était pas. Je ne peux déjà pas défaire ce que vous avez fait, a-t-il dit. Vous m'avez utilisé. Vous avez utilisé mon amour comme un outil. Blaine s'est reculé de la table. Je pars, a-t-il dit, visant les mots à la pièce comme s'ils étaient une autorité. Elias n'a pas bougé. Pars, a-t-il dit. Mais tu répondras de ça. Blaine est sorti sans regarder Sloan. Elle s'est précipitée après lui, criant son nom, puis s'est retournée vers moi avec le mascara coulé et le visage ruiné. Tu as détruit ma vie, a-t-elle crié. C'est toi qui l'as fait, ai-je dit. Tu ne pensais juste pas que quelqu'un te forcerait à la regarder. Elle a attrapé son sac à main et a couru. Gordon est resté assis comme s'il avait été cloué là, puis s'est levé avec un lent vacillement. Je vais me coucher, a-t-il marmonné et a disparu dans l'escalier. Et puis c'était juste nous trois. Moi, Marianne, Elias. Marianne s'est affaissée dans une chaise, les mains tremblantes, la voix petite maintenant. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. N'appelle personne. On peut réparer ça. Elias a sorti son téléphone. Marianne a attrapé son poignet. Papa. Il s'est libéré. Je suis ton père, a-t-il dit calme et terrible. Et j'ai fini d'être ta couverture. Il a composé le numéro. Quand le répartiteur a répondu, il a donné l'adresse d'une voix qui ne tremblait pas. Je dois signaler un vol, a-t-il dit. Et une fraude. J'ai regardé le visage de Marianne s'effondrer alors que l'appel se connectait, et j'ai compris quelque chose de propre et d'irréversible. Ce n'était plus des vacances gâchées. C'était une affaire avec des conséquences, et j'avais choisi le camp qui ne changerait pas son histoire pour garder la paix. Les officiers sont arrivés pendant que la dinde refroidissait et que les bougies fondaient en flaques. Deux d'entre eux, calmes et procéduriers. Le plus vieux posant des questions comme s'il l'avait fait 1000 fois, le plus jeune prenant des notes et regardant les visages. Marianne a essayé de parler en premier, a essayé de donner forme à la chose, mais Elias l'a coupé d'un geste fatigué. L'argent était un cadeau, a-t-il dit. Je l'ai transféré. Il a été pris. J'ai remis ce que j'avais préparé sans drame, relevés imprimés, confirmation de virement, capture d'écran du PDF de la procuration avec horodatage, le poste de fiançailles de Blaine, les photos de Sloan, mes notes sur la marque de signature manquante. J'ai gardé mon ton stable, non pas parce que je me sentais stable,
mais parce que les faits ne peuvent pas vaciller juste parce que votre famille pleure. Le plus vieil officier a regardé Elias. Voulez-vous porter plainte? Oui, a dit Elias. Pas d'hésitation. Puis la question s'est tournée vers moi. Et vous, a demandé l'officier. Voulez-vous poursuivre cela? J'ai pensé à l'enveloppe de Marianne, à l'appel de Sloan essayant de me tenir à l'écart, à la tentative de connexion bancaire pendant que j'étais dans la maison, au papier que Marianne a essayé de me faire signer pour transformer un crime en consentement. Oui, ai-je dit. Je veux poursuivre cela. Marianne a émis un son comme si elle avait été frappée. Rhett, a-t-elle chuchoté comme si mon nom était censé réparer ça. Ça ne l'a pas fait. Après que les officiers sont partis avec des copies et des instructions, Elias m'a accompagné à la porte. La pluie s'était calmée en une brume constante, et l'allée brillait sous la lumière du porche. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était une heure plus tôt, non pas parce qu'il avait vieilli, mais parce qu'il avait vu ce qu'il ne voulait pas voir. Elle m'a dit que tu l'avais remercié, a-t-il dit doucement. Elle m'a dit que tu étais reconnaissant. J'ai avalé difficilement. Je suis désolé. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Tu m'as donné la vérité alors qu'il aurait été plus facile de me laisser croire un mensonge. Le lendemain matin, nous sommes allés au poste, avons signé des déclarations formelles. Un détective des crimes financiers a écouté, a posé des questions sur la date de dépôt de la procuration, le chemin du virement, le compte récepteur. Il nous a dit ce que je savais déjà, la banque enquêterait, et parce que les virements et les documents falsifiés franchissent des lignes qui n'appartiennent pas à une seule ville, des agences plus grandes pourraient être impliquées. L'affaire prendrait du temps, mais la documentation était solide. Les nouvelles à Carmel se déplacent de la façon dont le brouillard le fait, silencieuse et inévitable. Les gens qui avaient souri à Marianne à l'église ont arrêté de croiser son regard. Les comités qu'elle présidait ont soudainement eu besoin d'espace. L'employeur de Sloan ne voulait pas que son visage soit attaché à un scandale public. Blaine a nettoyé sa présence en ligne, supprimé des photos, changé les gros titres, essayé de disparaître d'une histoire qu'il avait aidé à écrire. Cela ne le rendait pas innocent. Cela le rendait juste exercé. Le résultat juridique n'est pas arrivé en un seul moment dramatique. Il est venu par étapes. Découverte bancaire, examen de documents, déclaration, charges construites sur ce qui pouvait être prouvé. Marianne a fait face au cœur de l'affaire, autorité falsifiée, virement frauduleux, tromperie menée avec planification. Sloan a été lié aux dépenses, au timing, à la tentative de me tenir à l'écart, aux avantages qu'elle affichait publiquement. L'exposition de Blaine dépendait de ce qui pouvait être démontré sur ce qu'il savait et quand il le savait. Mais il a quand même perdu ce qui comptait pour les gens comme lui, la crédibilité. Gordon a demandé le divorce discrètement, comme il faisait tout ce qui nécessitait de la colonne vertébrale. Il a choisi la distance plutôt que la responsabilité. Mais même cela était une sorte d'aveu. Marianne a perdu son mariage, son statut, l'image soigneusement construite qu'elle traitait comme de l'oxygène. Sloan a appelé et envoyé des SMS et laissé des messages vocaux qui oscillaient entre rage et supplication. J'ai bloqué les numéros, pas par cruauté, par survie. Elias et moi avons parlé davantage après ça, pas d'eux, mais de ce qui était réel. Il m'a dit qu'il y avait eu un moment juste après que je l'ai remercié pour les $200 où il a failli laisser passer. Il s'est presque convaincu qu'il était confus, parce que croire cela ferait moins mal que de croire que sa fille pouvait faire ce qu'elle avait fait. Mais ensuite j'ai vu ton visage, a-t-il dit. Et j'ai su que tu me donnais une chance de le voir. Des semaines plus tard, de retour à Austin, j'ai acheté une maison. Pas parce que l'argent répare la trahison, mais parce que j'avais besoin d'une vie qui ne nécessitait pas de permission. J'ai construit un bureau à domicile qui ressemblait à mon propre esprit. Propre, protégé, honnête. Elias et moi avons dîné par appel vidéo une fois par mois. Parfois je prenais l'avion. Nous parlions de cartes, de ses ponts, des histoires qu'il aimait, de la météo, de mon travail. Le passé est resté là où il devait être. Une lettre est venue de Sloan, finalement, manuscrite, longue, pleine d'excuses et de justifications emmêlées ensemble. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai déchiquetée, regardant le papier tomber en lamelles. Le pardon est peut-être noble, mais je n'étais pas intéressé par le fait d'être noble. J'étais intéressé par le fait d'être entier. Ils ont pris l'argent. Ils ont essayé de prendre le cadeau. Ils ont essayé de prendre la confiance d'Elias en mon nom et de les transformer en outils.
Ils ont échoué à la seule chose qui comptait le plus. Ils n'ont pas pu décider qui je suis devenu après. J'ai rejoué cette nuit plus de fois que je ne peux compter. Pas parce que j'aime la douleur, mais parce que des moments comme celui-là changent votre forme. Avant Thanksgiving, je croyais que la trahison venait d'étrangers, de comptes sans visage et d'adresses IP cachées, de gens qui ne connaissaient jamais votre deuxième prénom ou la façon dont vous preniez votre café. J'avais tort. Les mensonges les plus dangereux sont ceux enveloppés dans le langage familial, livrés avec un sourire, justifiés comme étant pour votre propre bien. Ce qui s'est passé à cette table ne m'a pas seulement coûté de l'argent. Cela m'a forcé à accepter une vérité que beaucoup de gens passent leur vie entière à fuir, le sang ne garantit pas la loyauté, et l'amour n'excuse pas le mal. Pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais allé trop loin, si j'aurais dû avaler la pilule, si garder la paix valait plus que de tout briser. Cette question m'a hanté dans les moments calmes, sur le trajet de retour vers Austin, dans les pièces vides d'une maison qui semblait soudainement plus grande qu'elle ne devait l'être. Mais la réponse revenait toujours la même. La paix construite sur des mensonges n'est pas la paix. C'est de la paralysie. Elle vous fige sur place pendant que d'autres personnes décident ce que vous avez le droit de savoir, ce que vous avez le droit de garder, et combien de vous-même vous avez le droit de perdre pour qu'ils puissent rester à l'aise. Ce qui reste le plus avec moi, ce ne sont pas les cris ou les accusations. C'est le visage de mon grand-père quand il a réalisé qu'il n'était pas confus, que sa mémoire ne l'avait pas trahi, que le problème n'était pas son âge ou ses médicaments, mais les gens en qui il avait le plus confiance. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de plus profond que la colère. J'ai compris la responsabilité, pas seulement envers moi-même, mais envers lui. Laisser le mensonge subsister aurait été plus facile pour moi à court terme, mais cela l'aurait condamné à douter de son propre esprit pour le reste de sa vie. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je ne le peux toujours pas. S'éloigner de certaines parties de ma famille n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de préservation de soi. Il y a une différence, et elle compte. Je ne les ai pas coupés parce que je suis sans cœur. Je l'ai fait parce que j'ai enfin appris que l'accès à ma vie n'est pas un droit. C'est quelque chose que les gens gagnent par l'honnêteté, le respect et la retenue. Une fois que quelqu'un prouve qu'il est prêt à réécrire la réalité pour s'arranger, la seule réponse saine est la distance, pas le drame, pas les cris. La distance. Si vous écoutez ceci et que quelque chose dans votre poitrine se serre, c'est probablement parce que vous reconnaissez des morceaux de votre propre vie dans la mienne. Peut-être que ce n'était pas l'argent. Peut-être que c'était votre temps, votre réputation, votre rôle dans la famille, ou la version de vous qu'ils avaient besoin de contrôler. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous en faisiez tout un plat pour rien, ou que vous blessiez tout le monde en soulevant le sujet. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Demander la vérité ne vous rend pas cruel. Refuser d'accepter un mensonge ne vous rend pas égoïste. Et protéger votre santé mentale ne vous rend pas déloyal. Je ne suis pas sorti de là comme un héros. Je suis sorti plus calme, plus délibéré, moins intéressé par les applaudissements, et plus intéressé par une paix qui ne m'oblige pas à rétrécir. Je crois toujours en la famille. Je crois juste en la famille choisie maintenant, en des gens qui n'ont pas besoin de tromperie pour se sentir en sécurité, qui ne confondent pas contrôle et soin. Et je crois plus que jamais que l'intégrité est ce que vous faites quand le coup est réel et que le public est petit. Quand la pièce est finalement devenue silencieuse, ce qui est resté avec moi n'était pas l'argent ou les dégâts qu'il a causés. C'était la compréhension que certaines vérités arrivent tard, et quand elles le font, elles demandent quelque chose de difficile de notre part. Pas de la colère, pas de la punition, juste de la clarté. Parfois, grandir ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de choisir de ne plus se mentir à soi-même. Et aussi inconfortable que ce choix puisse être, c'est aussi le moment où nous cessons d'être contrôlés par ce que les autres décident pour nous. S'il y a une chose que cette histoire m'a laissé, c'est ceci. Nous portons tous des choses dont nous ne parlons pas. De vieux silences, des attentes familiales, des moments où nous nous sommes sentis petits pour avoir posé des questions honnêtes. Et peut-être que si nous ralentissons assez longtemps, nous pouvons rencontrer ces moments avec un peu plus de compassion pour nous-mêmes, et pour les gens qui ne savaient pas faire mieux. Pas pour excuser le mal, mais pour nous en libérer. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci de vous être assis avec moi. Vraiment, si vous avez envie de partager, vous êtes les bienvenus pour laisser quelques lignes dans les commentaires. Seulement si vous le voulez. Parfois, l'écrit aide. Et si ce genre de narration humaine et calme vous parle, je serais heureux de vous avoir ici.
Vous pouvez vous abonner et faire partie de cette petite communauté où nous écoutons d'abord et jugeons moins. Prenez soin de vous. Merci d'être ici avec moi ce soir et je vous reverrai dans la prochaine.